Bienvenue à tous et à toutes pour ce rendez-vous de conjoncture que nous tenons, je dirais comme à l'accoutumée, à la Chambre de commerce et que nous avons bien l'intention de tenir à l'avenir comme par le passé. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en mai 2015. Il s'est passé pas mal de choses depuis. Mais parlons d'abord méthode avant de parler sur le fond. Vous savez que nous avons connu divers formats, je dirais, dans nos communications macroéconomiques. Pour des raisons qui étaient plutôt des raisons adverses que des raisons volontaires, nous avons été contraints de renoncer à un format qui, je crois, donnait satisfaction à nos partenaires de la presse, qui est un format dynamique prévoyant à la fois l'intervention des officiels en général, sous le regard des journalistes et avec l'esprit et le regard critique et le témoignage critique des acteurs de l'économie qui sont les entreprises elles-mêmes. Bonjour. Ce format a été contrarié parce que, tout simplement, les acteurs publics, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, ont été privés de la possibilité d'intervenir. Et nous nous sommes repliés sur un format, je dirais, plus traditionnel, qui prévoit, comme vous l'avez vu la dernière fois, un exposé par notre macroéconomiste, je dirais presque maison, et en tout cas qui connaît à la fois notre orientation, nos travaux et nos méthodes, Olivier Sudry ici présent, et puis un échange avec la presse. Je m'empresse de dire que nous n'avons pas renoncé à l'idée de revenir à un format dynamique. Et donc, j'en ai déjà parlé aux divers interlocuteurs pertinents. Dès notre prochaine édition, qui devrait avoir lieu à la rentrée, je compte bien pouvoir convier d'autres partenaires représentant le monde de l'administration à la fois d'État mais également local, et faire venir aussi d'autres acteurs de l'économie pour que là encore un dialogue s'instaure et que l'on puisse valider, invalider, juger à l'aune de la réalité de ce qui aura été dit, à l'aune de la théorie. Voilà. Ça, c'est un premier point de méthode. Après, sur le fond, où en sommes-nous et qu'allons-nous faire aujourd'hui ? Je vous rappelle que la dernière fois que nous nous sommes vus, nous étions donc au mois de mai 2015, nous étions sur une année qui commençait sur des bases un peu incertaines. On se disait tous, ça aurait pu être pire, c'était pas extraordinaire, ça aurait pu être pire, mais il y avait des incertitudes qui pesaient à la fois sur le comportement des entreprises, des ménages, et puis également, bien sûr, en toile de fond, les échéances électorales et institutionnelles, puisque là, il y a une double échéance qu'il a fallu passer à la fin de l'année. Il est bon maintenant que toutes ces étapes sont derrière nous, il est bon de faire un peu le point sur le devenir de l'économie au sens le plus quotidien, le plus conjoncturel du terme. Et c'est ce qui sera fait dans un premier temps par Olivier Sudry, qui évoquera donc la continuité des paramètres, à la fois de consommation, d'investissement public, et vous le verrez, parce que c'est une variable très intéressante, d'investissement privé, qui ont caractérisé l'économie en 2015, avec une échappée sur 2016 et les perspectives que l'on peut tracer. Mais nous avons également l'ambition de nous inscrire plus dans la durée. Vous savez que nous avons engagé des travaux de réflexion prospectifs sur divers paramètres importants, comme par exemple la démographie. Vous savez que nous avons beaucoup travaillé sur la silver economy, après avoir sensibilisé l'opinion sur le poids de la démographie. Et donc, chaque fois que vous voudrez bien venir à nos invitations, nous vous proposerons une réflexion de plus long terme sur les structures de notre économie, sur les conséquences de tel ou tel paramètre et sur éventuellement le benchmarking que l'on peut en faire vis-à-vis d'autres territoires et vis-à-vis de l'Hexagone. Pour aujourd'hui, nous avons sélectionné un thème qui finalement nous a montré que nous étions un peu prescients, qui est le thème de l'égalité réelle, car au moment où nous l'avons sélectionné, ma foi, le projet de loi n'était pas encore sur la table, et en réalité, il nous a un petit peu rattrapés, et c'est fort bien ainsi. Sommes-nous dans une situation d'égalité réelle, oui ou non? Quelles en sont les conséquences? Je vous rappelle, pour ceux qui en ont été les témoins, que c'est en 1996 que les assises de l'égalité sociale active, qui se tenaient au Palais d'Iéna, ont décrété la mise à niveau du SMIC. Je vous rappelle que c'est en 2009, n'est-ce pas, que l'on a détecté qu'il existait encore un minima social qui n'était pas à niveau, qui était l'AL, n'est-ce pas? Et ça, c'est déjà l'aspect réglementaire. Mais au-delà de cela, il y a les constatations à la fois, je pourrais dire, sociales et sociétales et économiques qui en résultent, puisque la corrélation, évidemment, elle est immédiate. La population est à la fois acteur de l'économie, consommatrice, mais également acteur des facteurs de production. Et donc, nous allons vous convier dans une deuxième partie à une réflexion sur un état des lieux de l'égalité réelle,
dans notre territoire et sur les conséquences macroéconomiques qui peuvent en être tirées. Voilà. Avant que je laisse la parole à Olivier Sudry, que l'on ne présente plus, qui, comme vous savez, est notre économiste, y a-t-il des questions sur la méthode ou sur le fond? Est-ce que nous pouvons engager nos débats? Bonjour Olivier. Très bien. Écoutez, Olivier, la parole est à vous pour la première partie, qui est la partie conjoncturelle. Tout à fait. Écoutez, en premier lieu, je tenais à vous remercier, Monsieur le Président, de m'avoir invité et à vous remercier aussi d'avoir pris sur votre agenda, que j'imagine très chargé en ce moment, pour que nous discutions un petit peu ensemble de ce matin. Dans un premier temps, le Président vient de le rappeler, un petit peu la conjoncture. On va donner un coup d'œil dans le rétro. On va regarder quelques éléments de l'année 2015. Et puis après, on va se risquer, c'est un exercice qui est toujours un peu dangereux, on va se risquer à faire un petit peu de projection que pourrait être l'année 2016. Elle démarre à peine, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y en a aussi d'ailleurs sur 2015, il ne faut pas se cacher, parce qu'actuellement, nous n'avons pas encore l'ensemble des statistiques nécessaires qui nous permettraient d'avoir une vision à peu près claire de 2015. Et surtout qu'on va voir que c'est une année compliquée. Cette année 2015, vous avez rappelé l'incertitude en début de période, et c'est une année qui n'est pas linéaire, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. L'année 2015, il y a eu des pics et des doubles. Juste un premier regard d'abord sur la croissance. Alors je sais que très souvent les économistes dont je suis, on est un petit peu polarisé là-dessus. La croissance, c'est quoi? C'est l'augmentation de la richesse. Pourquoi c'est si important pour nous? Eh bien en fait parce que c'est un peu je dirais c'est un peu la mère de tous les dynamismes. Sans croissance, c'est difficile de faire de l'emploi. Sans croissance, c'est difficile d'avoir plus de revenus et plus de satisfaction. Donc c'est vraiment un point essentiel. Si on regarde notre croissance 2008, elle n'est pas formidable. Elle n'est pas formidable. 2015, avec un petit 0,8% de croissance, elle n'est pas formidable. Et voilà un petit peu nos rythmes de croissance. Alors là, c'est le produit intérieur brut, c'est la richesse, si vous préférez. Et réel, alors il n'y en a pas une qui est imaginaire, c'est pas ça. Réel, ça veut dire on a enlevé les prix pour ne pas être victime de cette illusion monétaire. Voilà un petit peu quels sont nos rythmes de croissance. On avait, par exemple, on le rappelait un instant, quand on s'était réunis en mai l'année dernière, on avait dit 2015, on pourrait faire 1,3% de croissance. Et on ne les a pas eus. On les a pas eus. Vous voyez, ça c'était je ne sais pas si c'est très clair sur l'écran, vous voyez, c'est ce qu'on avait prévu pour cette année. Pour l'année dernière, de 1,3. On les a pas eus, on a eu, attendez, excusez-moi, je vais revenir en arrière, on a eu 0,8. Il va falloir expliquer pourquoi nous, et quand je dis c'est pas, je me suis trompé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la croissance qu'on espérait tant n'a pas été finalement au rendez-vous. Et les résultats que nous avons là, ils sont un peu coussi-coussa, quoi. Ils sont coussi-coussa, ils sont pas excellents. On a replongé, vous verrez dans les petits documents qui sont assortis à cet exposé, on a utilisé le mot la croissance joue au yo-yo. Voilà, mais on décolle pas, et on décolle pas malheureusement. Là, on va quitter si je tiens la souris, on va quitter la loupe pour aller sur la jumelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit là, cette fois-ci? Maintenant, c'est la longue période. On ne décolle pas. Et ça va poser un problème. On va en parler beaucoup ce matin. Et j'espère peut-être que dans nos échanges aussi, ça reviendra. Regardons nos performances. Alors cette fois-ci, c'est pas à 3-4 années près. Maintenant, c'est sur du long terme. On va démarrer en 1994. Alors rassurez-vous, je vais pas commenter tous ces chiffres. Mais voilà, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. On est sous un espèce de plafond de verre. On ne dépasse pas, on ne décolle pas les 1% de croissance actuellement. Et depuis maintenant, le grand choc. On voit que là, il y a eu quand même cette grande rupture. On pourrait y revenir, mais on tourne au ralenti depuis 2009. Alors là, il y a eu un petit rattrapage, mais peu importe. On plafonne à 1%. On a été à 0,8 selon nos estimations en 2015. Il faut absolument, et pour de multiples raisons, dont notamment l'égalité économique réelle dont on va parler dans quelques instants, il faut absolument qu'on remonte très vite. C'est une zone, je prends souvent des comparaisons aéronautiques, quand on est si proche que nous de ce seuil-là, c'est une zone de danger. Je dis souvent, quand un avion vole à 10 km, même s'il a un très gros trou d'air, s'il perd 3 km, ça fait mal à l'intérieur de la carlingue, bien évidemment, mais ça va, on en a encore 7 en dessous. Quand on plante là, quand on est proche de la piste, trop proche du sol, c'est le crash. Il faut éviter ça, il faut qu'on redonne, il faut faire remonter en puissance. Alors, essayons de regarder un petit peu cette année 2015, un peu plus précisément. Donc 0,8, c'est pas terrible. Et comment expliquer finalement? Eh bien, le facteur essentiel qui va expliquer les rythmes de croissance sur cette année, ce sont les prix. Alors, je sais qu'on en parle beaucoup des prix en ce moment, mais vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant, à mon sens, très intéressant.
Premier constat, il est un peu technique, mais rassurez-vous, je vais vous l'expliquer le plus simplement. On constate qu'il y a une relation, mais vraiment très étroite, entre l'inflation et les performances économiques. Voilà l'inflation ici, elle est en bas. Vous voyez, là, on fait aucune inflation, 0. Là, on fait 1,5%. Là, on fait 2% d'inflation. Et puis, sur l'autre axe, qui est ici, on met la croissance économique. Là, on ferait, par exemple, 1% de croissance économique. Et ce qu'il y a de tout à fait surprenant, qui est une illustration, alors j'ai rarement vu ça aussi de manière aussi parfaite, c'est une illustration de la théorie économique, mais vraiment absolument remarquable. Hein. Et les chiffres n'ont pas été, bien évidemment, ils sont ceux de l'INSEE. Hein. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que moins on fait d'inflation, plus on fait de croissance. Et regardez, chaque petit losange, là, c'est une année. En 2011, une inflation assez forte, 2,5, une croissance très faible, même en dessous de 0. Puis regardez ensuite, c'est tout aligné. Moins il y a d'inflation, plus il y a de croissance économique. Et on va dire, ah ben oui, mais là, cette belle continuité que l'on avait entre 2011 et 2014, donc dans les dernières années, on ne l'a plus en 2015. Ben en fait, il va falloir regarder de très près. On l'a, et c'est pour ça que l'année 2015 est une année compliquée, on l'a, mais à l'intérieur de l'année. Je m'explique. L'année 2015, en fait, aurait pu être une véritable catastrophe si elle avait fini comme elle avait commencé. Il y a dans cette année 2015, il y a vraiment deux grandes parties. Il y a une première partie de l'année qui est vraiment très mauvaise, très médiocre, et qui se traduit, d'où le rond rouge qui est ici, par une augmentation forte des prix. Vous voyez les deux petites barres là, c'est celle du début de l'année 2015, et là on mesure l'indice des prix à la consommation, et c'est l'INSEE qui fait ce travail. Et qu'est-ce que l'on constate? On constate une augmentation, mais surprenante, hein, des prix. On est de l'ordre, sur les 9 premiers mois de l'année, à un rythme de 2,5. C'est-à-dire celui de 2011, c'est-à-dire celui qui aurait dû nous conduire à une croissance zéro, voire négative. Et puis, on va essayer d'expliquer pourquoi, après, ou au moins avancer des éléments d'explication. Il y a une véritable rupture au sein de l'année 2015. Et cette rupture, elle a lieu pendant les vacances, on pourrait dire, hein, vous voyez, à partir du mois d'août-septembre. D'un seul coup, les prix, au lieu de continuer à monter à des rythmes de 2,5-3%, d'un seul coup, c'est machine arrière. Alors, il va falloir expliquer ça, parce que ça, c'est un phénomène quand même qui est extrêmement intéressant. Ces machines arrière, et regardez, au lieu de monter, ils se mettent à baisser. Alors, nous n'avons pas pu intégrer, parce qu'elles sont arrivées trop tard, les dernières données de l'INSEE concernant le mois de décembre. Le mois de décembre n'a pas été très très bon, décembre 2015, hein, j'entends. Il n'a pas été très très bon en matière d'inflation. De mémoire, on doit avoir une inflation à 0,5% de croissance sur ce mois de décembre. Il ne faut pas majorer parce qu'il y a un phénomène aussi conjoncturel qui est lié à la flambée de certains produits, je pense notamment aux fruits et légumes. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques ce matin entre nous, mais ce n'est pas le mois de décembre qui fait la tendance. La tendance, elle est bien à la diminution des prix. Et vous allez voir que ça va être un véritable bouffée d'oxygène pour notre économie. Quand les prix baissent, on se doute bien que le pouvoir d'achat s'améliore. Et c'est la consommation améliorée grâce à la baisse des prix qui va permettre de redonner du souffle à l'économie. C'est vraiment cette baisse des prix qui a sauvé la croissance. On aurait dû avoir en fait des performances beaucoup plus faibles. Mais il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas rattraper en 3-4 mois, hein, toute une année. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, la croissance 2015 a été pas géniale. Enfin, excusez-moi d'utiliser ce qualificatif-là, mais on peut faire beaucoup mieux quand même. 0,8, moins de 1%, parce qu'en fait, on a tout fait, ou presque, parce qu'on va parler des investissements des entreprises qui, elles, ont une vision beaucoup plus long terme, heureusement. On a presque tout fait la conjoncture dans des dernières semaines ou les derniers mois de l'année. Donc les prix, hein, on pourrait y revenir bien évidemment. J'ai vu que France Antilles avait sorti un dossier spécial sur les prix. Donc il y a vraiment de la matière à discussion et à échange là-dessus. C'est vraiment la variable essentielle. C'est la baisse des prix, hein, qui va redonner dans un contexte où les salaires n'augmentent pas. Hein, où il y a même en matière dans la fonction publique un gel du point d'indice. Alors sans trop charbonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire par tête ne bouge quasiment pas. On va être dans une situation où les revenus n'augmentent pas beaucoup, voire même stagnent. Tout le pouvoir d'achat se fait par la baisse des prix. Et le pouvoir d'achat, c'est plus de consommation, donc plus d'activité. Mais il n'y a pas que ça. Je vais essayer de retrouver ma souris. Voilà. Il n'y a pas que ça, et il y a quand même un autre phénomène extrêmement intéressant à regarder, parce que là, on n'est pas dans le conjoncturel pur. L'année aurait été bien plus mauvaise qu'elle ne l'a été si les entreprises, finalement, n'avaient pas autant investi. On a un phénomène d'investissement qui est tout à fait remarquable.
Je lisais, vous savez que donc l'Institut d'émission fait des enquêtes tout à fait régulières de conjoncture sur la Martinique et publie un indice du climat des affaires, un indicateur du climat des affaires, extrêmement intéressant. Ça donne la perception des chefs d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on constate depuis le début de l'année 2015 que cet indicateur s'améliore. Les chefs d'entreprise ont une meilleure anticipation. Ils considèrent que la situation économique s'améliore. Alors, on va dire, c'est peut-être des impressions. Oui, mais ça se traduit aussi par des actes, cette amélioration du climat des affaires, qui n'a jamais été aussi haut depuis plusieurs années maintenant. C'est tout à fait surprenant. Il faudra qu'on échange là-dessus. Parce que dans des discussions, j'ai souvent, moi, des échos inverses. En disant, non, les affaires ne s'améliorent pas vraiment. Mais l'indice global qui est publié par l'Institut donne une nette amélioration du climat des affaires. Ce que l'on constate par contre, là, c'est aussi à partir d'une source IEDOM, mais qui traite elle-même les statistiques douanières. Alors, on jargonne un peu CVS, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire corriger des variations saisonnières, parce qu'il y a certains mois ou certaines périodes, certains trimestres, où on achète plus que d'autres, donc on liste tout ça. C'est pas très important. Moi, ce qui m'intéresse, et d'ailleurs, j'ai essayé de le mettre en avant à travers cette droite rouge, ici, là, c'est ça. Vous voyez, si on avait poursuivi un petit peu, si on reculait dans le temps, on aurait quelque chose d'un petit peu plat, là, ici. Puis d'un seul coup, ça repart. Ça repart. Et ça, c'est de très bon augure. Ça veut dire, en fait, que derrière, il y a des décisions d'entreprise et d'entrepreneurs. Et c'est pas rien. Quand on achète une machine, on l'achète pour 3 ans, 5 ans, 7 ans, des fois, quand c'est un bâtiment, pour 20 ou 30 ans. On l'a dans l'appareil de production. Donc, c'est un acte qui est mûrement réfléchi, et si on se remet à investir, c'est que quelque part, il y a un retour de la confiance en l'avenir. Et ça, c'est de très très bon augure. Si les investissements n'avaient été pas aussi poussés tout au long de l'année, vous voyez qu'eux, ils s'inscrivent dès le T1. Alors, il y a eu un petit coup de blues, là, un petit coup de mou, mais après, c'est reparti. Vous voyez que si on n'avait pas eu ça, eh bien, les 0,8 de croissance au total, on ne les aurait pas eu non plus. Donc, une très bonne perspective, et on verra même que c'est un facteur déterminant pour cette année, l'investissement des entreprises, pourvu que ça continue, parce que c'est l'investissement aussi qui va tirer la croissance. Enfin, l'emploi, qui est aussi un vecteur tout à fait essentiel, quand on sort du chômage et quand on passe d'un revenu de remplacement, un RSA ou un revenu minimum ou des indemnités de chômage, et qu'on retrouve un emploi salarié, d'un seul coup, bien évidemment, le niveau de consommation enfin augmente et revient à la normale. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'emploi? Eh bien, en fait, là, on a une très bonne surprise. Il ne faut pas se cacher. Mais la très bonne surprise, on l'a une fois de plus en fin d'année et pas depuis le début. Regardez l'évolution des demandeurs d'emploi. Alors, c'est la catégorie A. Après, on va élargir à B, C. Mais regardons ce qui s'est passé sur l'année. Eh bien, même phénomène que les prix, et tout est lié. La première partie de l'année, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas bon. Le nombre de demandeurs d'emploi, vous voyez, la première partie de l'année, celle qui commence avec la barre rouge qui est ici. C'est le mois de janvier 2015. Et je suis de nouveau jusqu'au mois de septembre. Eh bien, un petit peu comme les prix, et les deux sont liés, bien évidemment. Le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse de progresser. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une augmentation du chômage, et puis c'est aussi lié à cet effet consommation et reprise en dernière partie du semestre. Ici, ça diminue. Le dernier chiffre, on ne voit pas parce que je ne sais pas pourquoi la machine n'a pas voulu nous inscrire le mois. Le mois. Ici, c'est vraiment le mois de décembre. Et les statistiques, en fait, ce sont celles, je dirais, de la maison mère, c'est celles de la DARES, donc la direction du ministère du Travail, qui s'occupe des statistiques. Et elles sont complètement normalisées sur l'ensemble de la France. Et donc, c'est la source aussi de pas mal de travaux de l'INSEE. Donc, baisse du chômage. Enfin. Cela dit, il faut toujours aussi essayer de remettre tout ça en perspective longue. Excusez-moi, le chômage baisse, mais il est beaucoup trop élevé. Je ne vais pas revenir sur des tendances que vous connaissez. Il faut faire quelque chose maintenant, vraiment, et ça urge. Maintenant, on va regarder non pas sur janvier 2014 jusqu'à novembre 2015, on va remonter jusqu'au début des années 2000 en matière, et cette fois-ci, on va élargir aux catégories A, B et C. Ne rentrons pas dans les détails techniques, mais là, on a une vision très large du chômage. Qu'est-ce que l'on constate ? Des choses sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé, et la Chambre a fait de très nombreuses investigations sur ce problème-là. On était sur la bonne pente, si j'ose dire, en matière de chômage, jusqu'au grand choc de 2009.
on était effectif. Et puis après, patatras, hein, l'économie, vous savez, hein, on est passé de ces rythmes de 3% à un rythme de 1%. Le chômage, à ce moment-là, a augmenté. Et aujourd'hui, on peut dire, très conjoncturellement, bravo, ça y est, enfin, ça baisse. Mais regardez, c'est devenu, cette baisse, elle est maintenant, quand on le regarde avec la longue vue, hein, les jumelles, et non pas le microscope, eh ben, elle est dans l'épaisseur du trait. Elle est dans l'épaisseur du trait. Il faut faire mieux, il faut faire plus, il faut retrouver cette croissance. Il faut, en fait, on a des instruments de mesure, il y a un seuil qu'il faut arriver à franchir, c'est les 1,3% par an. Alors pourquoi 1,3 ? En fait, c'est après calcul, on sait que c'est ce seuil-là, à partir duquel, en fait, l'économie martiniquaise commence à créer des emplois. D'accord, hein, c'est un petit peu comme dans un moteur, hein, il y a un nombre de tours minimal lequel, au-delà duquel vous avez de la puissance. Hein, bah là, c'est pareil. Hein, là, il faut passer les 1,3% pour retrouver de la croissance et retrouver de l'emploi. Voilà, il faut que j'accélère un petit peu. Voilà un petit peu l'image de 2015. Si j'ai en résumé, une idée simplement. Une année pas formidable, mais qui aurait pu être bien pire, parce que tout va se jouer en fin d'année avec la baisse des prix. Et puis qui aurait bien pu être bien pire aussi s'il n'y avait pas eu ce mouvement d'investissement des entreprises. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de 2016 maintenant ? C'est toujours très très dangereux. Je vais essayer de récupérer la souris. Toujours très dangereux de faire des prévisions, mais je crois que c'est aussi l'intérêt, c'est ça aussi, c'est dire voilà tout ce qu'on ne sait pas et surtout les zones d'incertitude. C'est en matière de croissance économique. Il y a deux scénarios qui se dessinent. Il faut être très très prudent. Hein. Un scénario tendanciel. Si on continue sur l'année 2016 dans les mêmes rythmes que l'on a constatés en fin d'année 2015, vous voyez à peu près, hein, donc c'est vraiment la roue libre en quelque sorte. Hein. C'est pas impossible de faire un tout petit peu plus de 1% de croissance, 1,1. Je crois peu à la magie après la virgule, mais comme on est très proche du sol, il faut bien la virgule pour nous distancier un petit peu de ça. Un scénario volontariste, et il est tout à fait accessible, et il est vraiment souhaitable, c'est si on suppose la poursuite des investissements des entreprises. Hein. Et donc là, elles ont un rôle tout à fait crucial à jouer dans la croissance 2016, hein, parce qu'on va voir qu'il y a des facteurs de frein aussi dans l'économie. Si les entreprises poursuivent leurs investissements à des rythmes d'augmentation de l'ordre de 15% tels qu'on les a connus en fin d'année dernière, eh bien alors là, on peut franchir enfin cette fameuse barre des 1,3%. Et là, avoir une baisse vraiment approfondie du chômage. Mais c'est pas acquis. Et honnêtement, rien n'est impossible. Et on pouvait même imaginer un scénario plus sombre que le tendanciel et un scénario aussi plus optimiste encore que le scénario volontariste. Alors, on ne sait pas, mais qu'est-ce que l'on peut dire quand on ne sait pas trop, hein, bien évidemment. On peut dire en fait qu'est-ce qui va accélérer cette croissance et qu'est-ce qui va la freiner. Hein, quels sont les facteurs qui vont agir là-dessus ? On en a privilégié deux, mais ils sont sûrement beaucoup plus nombreux en réalité. Hein, mais on ne peut pas tous les regarder. Puis il faut que je me méfie aussi de mon temps pour pas abuser de mon temps de parole. Alors il y a un facteur qui pose problème, qui est un facteur habituellement, qui je dirais, accélère la croissance, c'est la dépense publique. Et là aujourd'hui, on a un petit souci en Martinique. C'est la raison pour laquelle ce facteur, on lui a affecté un petit signe rouge. Hein, ici. Les budgets publics sont à la traîne. On a épluché pour cet exercice un document qui est un document absolument remarquable, qui est le document de politique transversale outre-mer. Hein. C'est un gros document qui est publié, qui est fabriqué et publié à l'occasion de la loi de finances, hein, donc le budget de la nation, et dans lequel on trouve toutes les actions de l'État. Ce que l'État fait, et en l'occurrence ici, ce que l'État fait pour l'outre-mer. Et ce document, il est d'autant plus intéressant, c'est qu'il permet ensuite, au moins de certains de ces tableaux, de comparer les géographies ultramarines les unes par rapport aux autres. Et alors là, c'est stupeur. On a refait les calculs 2 fois. Non, on ne s'est pas trompé. On va regarder la croissance de cette année, 2016, des dépenses de l'État, uniquement de l'État, hein, ni des administrations de sécurité sociale, ni des collectivités territoriales. Croissance des dépenses de l'État, et c'est en pourcentage. Pour la Martinique, c'est 1,3% au total. Ce chiffre, dans l'absolu, il ne veut rien dire. Ça ne nous parle pas dans notre vie quotidienne. Si je vous dis que les dépenses publiques cette année de l'État vont augmenter de 1,3%, moi, ce qui m'intéresse, c'est de nous comparer. Ben, on est les derniers de la classe. Hein. Je mets ça sur le tapis. On est les moins bien dotés. Regardez, en moyenne, sur l'ensemble des DOM, c'est le double de la croissance des dépenses de l'État. Et
Alors, honnêtement, j'ai eu beau... Alors, c'est un très très gros document, mais je n'arrive pas à trouver une explication à cela. Et je vous livre mes interrogations, hein, je n'ai pas d'explication. Alors, il faudrait peut-être regarder, est-ce que concrètement, la Martinique, les années précédentes, avait été bien mieux dotée que toutes les autres géographies? Et là, ça serait un effet de rattrapage? Peut-être. Mais enfin, là, je parle sur votre compte. Mais l'illustration au pourcentage nécessiterait quand même qu'on ait la valeur en euros. Parce que oui. Si on est parti plus haut que la Guadeloupe, on augmente de 1,3% et que la Guadeloupe augmente de 9%, ça dépend de la valeur. De la valeur absolue, absolument. Non, non, mais par tête, comme les géographies, oui, tout à fait. Mais dans ces cas-là, les grandes géographies, vous voyez que si c'est par habitant, la Réunion fait 5,9. Voilà, non, mais tout à fait. Il faut. Alors, on l'a dans le document, mais voilà, c'est quand même un phénomène. Alors ça ne va pas 1,3. Ce n'est pas un élément qui est aussi favorable que dans les autres géographies ultramarines, et donc ça, voilà, ça n'est pas vraiment un vecteur un poussoir pour la. Voilà, ça booste moins en tous les cas que. Il y a une suggestion. Il me semble qu'une grande part des dépenses de l'État, notamment pour les collectivités locales, sont indexées sur le chiffre de la population. Comme nous subissons une baisse rapide, plus importante que celle des autres DOM, il y a là peut-être une vigilance pour nos élus de ne pas se voir appliquer de manière mécanique ces critères. Ça peut être ça. Ouais. Effectivement. En tout cas, ça mérite qu'on creuse un petit peu à l'occasion de réfléchir. Parce que quand on regarde, vous savez, on met en avis déjà beaucoup de schémas ce matin. Quand on a vu à un moment, on était à 3% de croissance, dans le facteur explicatif de ces 3,1%, eh bien, il y avait quand même les transferts de l'État, qui étaient vraiment à ce moment-là un phénomène explicatif de notre croissance économique. À partir du moment où ces transferts sont encore là, mais vous voyez, à partir du moment où ils croissent beaucoup moins vite dans le passé, ils boostent moins la croissance. Une commande publique aussi peu motrice avec, cette année, le président Baudouin le rappelait, une mise en place institutionnelle importante, une véritable révolution institutionnelle à l'échelle de la Martinique, le temps que tout ceci se mette en place, que les budgets soient votés, vous connaissez bien la situation, ça fait aussi un petit peu de mou. Dans les trésoreries, notamment des entreprises qui attendaient peut-être un certain nombre de commandes. Elles vont très certainement venir, mais là aussi, il va y avoir un effet décalage. Et donc, c'est pas pour la croissance, c'est bien, ces budgets publics sont plutôt avec si on voulait, un feu tricolore, et c'est plutôt orange-rouge. Par contre, ce qui pourrait être vraiment le vecteur, une nouvelle fois, de la croissance, ce sont les prix. Alors, là, moi, je voulais faire une réflexion, mais j'ai pas la réponse. Parce qu'on n'a pas le recul encore nécessaire. La question, vous vous souvenez, on a vu un graphique, les prix commençaient à baisser à partir du mois de septembre de l'année dernière. On pourrait dire ça, c'est un épiphénomène, c'est une flambée, mais dans l'autre sens, et puis ça va disparaître. Mais on pourrait dire aussi, c'est le début d'un changement de modèle. Alors, est-ce qu'il y a des changements dans les stratégies d'entreprise en matière de formation des prix ? C'est peut-être possible. Je regardais sur la longue période, parce que l'histoire, on la connaît, mais le futur, on ne le connaît pas, bien évidemment. Dans l'histoire, les entreprises martiniquaises, et d'une manière générale, la Martinique a fait toujours plus d'inflation que les autres DOM. C'était une des caractéristiques, mais vraiment, c'était assez récurrent. Et l'année dernière, 2015, c'est l'inverse. On a fait moins d'inflation que dans les autres départements d'outre-mer. Il y a une réflexion, mais pour l'instant, honnêtement, on n'a pas le recul pour savoir si cette hypothèse, elle est vraiment valide ou pas, mais il pourrait y avoir, parce qu'on l'a vu, je dirais, ailleurs dans le monde, et pas simplement qu'en métropole, on l'a vu en Europe, on l'a vu aux États-Unis, des opérateurs qui changent de stratégie de prix, et on le voit en ce moment. Un exemple, mais je ne ferai pas abuser de mon temps de parole, un grand opérateur national dans le domaine de l'automobile, Renault, il a complètement modifié sa méthode de fabrication de ses prix. Voilà. C'est un exemple, mais vraiment on pourra en parler des heures, et c'est une étude de cas intéressante au moins pour des étudiants, et on le voit partout ailleurs dans le monde. Le développement du low cost, c'est typiquement une façon aussi de jouer sur cette variable-là. Alors là, il faudra que dans quelques mois ou quelques années, on se retrouve en disant, tiens, Sudry avait complètement faux, les prix sont remontés, ou alors, au contraire, c'était peut-être le début d'une nouvelle aventure. Par contre,
quelle qu'en soit la cause, changement de stratégie, c'est extrêmement profitable pour le pouvoir d'achat des ménages. Parce que, bien évidemment, si les revenus restent, ce qui figure en bas à droite de notre fiche de paye, reste à peu près stable, nous augmentons notre pouvoir d'achat si les prix baissent. Donc ça, c'est absolument, c'est je dirais un facteur très favorable à la consommation des ménages, mais c'est aussi un facteur très favorable aux entreprises, parce que les ménages sont leurs premiers clients, bien évidemment. Donc là, on a une circularité macroéconomique, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Il y a deux bémols à tout ça. Quelles seront les dynamiques inflationnistes cette année? Ça va dépendre de paramètres que nous ne maîtrisons absolument pas. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais le premier paramètre que nous ne maîtrisons pas, c'est la valeur de l'euro. Alors qu'est-ce que l'euro vient faire là-dedans? L'euro, c'est quand on regarde sa parité avec le dollar, c'est ce qui va être joué, cette parité, sur le prix des importations. Si l'euro continue de baisser, et regardez, il ne s'est pas privé de le faire. Là, c'est un graphique aussi sur la longue période. On reprend, il est mensuel. Là, on reprend depuis 2010 et on va on va jusqu'au mois de février 2016. On n'a pas mieux. Et vous voyez, la grande dégringolade ici. Alors on pourrait l'expliquer, mais je vois que le temps tourne. Mais par contre, dans nos échanges, aucun souci pour expliquer pourquoi l'euro a baissé. Mais ça, c'est pas bon pour notre pouvoir d'achat. Parce que toutes les marchandises que nous achetons en dollars, nous les payons forcément plus cher si notre euro vaut moins. Mais il ne faut pas majorer. Vous trouverez dans la documentation, on a fait un calcul, combien ça pèse finalement ces marchandises que nous achetons en dollars. Il ne faut pas majorer le phénomène. Mais non, néanmoins, si l'euro continue à baisser, ce n'est pas forcément une bonne chose pour notre pouvoir d'achat. Et puis, il y a une deuxième interrogation, c'est les prix du pétrole. On a tous dit, et moi le premier, beaucoup de bêtises sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui est éminemment volatile. Je me souviens d'un de mes confrères, qui est pourtant un confrère tout à fait éminent et extrêmement intéressant, PricewaterhouseCoopers, et qui, lui, annonçait un scénario pour les années qui sont là actuellement, un scénario avec un baril à $200. Et quand il l'a fait, c'était pas idiot du tout. On l'a tous écouté, on a dit, oui, c'est pas bête. Oui, sauf que ça ne s'est pas réalisé. Il faut donc être très, très, très prudent. Qu'est-ce qu'on constate? On n'est même plus dans la zone des 100. On n'est même plus dans la zone des 50 aujourd'hui. On est descendu dans la zone des 30. 30-35 $ le baril, c'était le prix en décembre 79 au moment du deuxième choc pétrolier. Mais à ce moment-là, $1 achetait quand même beaucoup plus de marchandises qu'aujourd'hui. Donc là, on est à un niveau, certains disent de toute façon, là, c'est soit on a des révolutions dans des pays pauvres exportateurs de pétrole, et là, c'est peut-être pas souhaitable, soit on a même des géants américains de la filière qui se cassent la figure, et c'est quand même pas souhaitable non plus. Et puis on a aussi, là c'est pas souhaitable pour tout le monde, on a aussi une remise en question de toutes les énergies renouvelables, de tout le package vert, etc. Donc arrivé un moment, il faut dire stop à la baisse. Donc ça veut dire qu'une partie de la désinflation c'est quand en fait les prix se mettent à baisser, une partie de la désinflation qui était liée au pétrole, eh bien on pourrait ne plus l'avoir. Puisque si les prix maintenant se stabilisent, ce petit coup de pouce pourrait ne plus jouer. Donc c'est le deuxième bémol, effectivement. Mais les prix sont vraiment extrêmement importants. Donc si je résume, 2016, poursuite de la croissance, sauf catastrophe, mais alors dans ces cas-là on ne peut pas les prévoir, poursuite de la croissance à des rythmes un peu différents, pour être entre 1 et 1,5 si on ne retient que des chiffres ronds, 1 et 1,6 si on veut être très précis. Ça va dépendre de quoi? La dépense publique, c'est pas ça qui va nous booster. On l'a vu, on faut pas chercher de moteur vraiment de ce côté-là cette année, au moins, 2016. Par contre, vraiment les vecteurs, c'est la poursuite de la baisse des prix qui va redonner du souffle à la consommation, qui va redonner du pouvoir d'achat aux ménages et la poursuite de l'investissement. Voilà ce qu'on pourrait dire. Et puis, bien évidemment, le président Baudouin le rappelait, normalement, on se retrouve dans quelques mois, peut-être avant la fin de l'année en tout cas, et puis on regarde, on aura là quelques éléments de plus sur 2016. Je vous propose de passer à la deuxième phase de notre exposé, et d'ailleurs l'intervention de mon voisin de gauche allait dans ce sens-là, puisqu'il évoquait les relations finalement entre la distribution des revenus et des patrimoines
et la conjoncture elle-même. Donc nous avons travaillé, Olivier a travaillé sur la question de l'égalité réelle, thème d'actualité, puisqu'une loi, comme vous le savez, va venir sur le sujet, mais thème qui est éminemment quantifiable. Voilà. Olivier. Merci beaucoup. Alors effectivement, un sujet qui s'est un peu invité dans l'actualité, il y a maintenant quelques mois, vous savez que le chef de l'État avait demandé à Victorin Lurel, donc l'ancien ministre des Outre-mer, de réfléchir à la fabrication d'un texte sur l'égalité économique réelle dans les Outre-mer. Donc ça, c'est un processus qui est en cours. Aux dernières nouvelles d'hier, simplement, on croit savoir que ce texte sera en discussion au Parlement à partir de la mi-mars, et donc dans quelques jours. Il va passer en Conseil des ministres assez prochainement, j'espère. Donc on a ce travail-là, et puis encore plus dans l'actualité, vous avez vu qu'à l'occasion du dernier remaniement ministériel, le Premier ministre a créé un secrétariat d'État à l'égalité réelle, placé donc auprès de la primature. Et donc en fait, il faut bien avoir conscience que ce thème fait enjeu. Alors d'abord, dans un premier temps, peut-être faut s'interroger qu'est-ce que ça veut dire l'égalité économique réelle. Il faut peut-être regarder de quoi parle-t-on, et puis ensuite on va essayer de chiffrer le chemin à parcourir. Combien de temps ça va prendre, c'est pas demain matin, ça je peux vous le dire, mais on va regarder un petit peu les trajectoires. Et puis après il y a une question, si on voit bien la distance à parcourir, quels sont les outils, comment parvenir effectivement à cette égalité économique. Alors, dans un premier temps, de quoi parle-t-on? Parce que c'est tout sauf évident. Je suis sûr qu'on ferait un sondage, un micro-trottoir, en demandant qu'est-ce que c'est que l'égalité économique réelle, un taux de non-réponse. Et d'ailleurs, je me souviens d'un billet qui était dans l'éditorial du journal Le Monde, juste au lendemain du remaniement, et qui disait, en fait, voilà un secrétaire d'État, en parlant de l'égalité économique réelle qui a été confiée donc à Erika, voilà un secrétaire d'État qui ne sert à rien. Tellement c'est incompréhensible. Donc il faut que pour nous, ça soit à peu près clair. Alors, de quoi parle-t-on? Égalité, inégalité, vous voyez que c'est donc quand on veut parler de l'égalité économique réelle, la meilleure façon de l'approcher, c'est de regarder les inégalités et de se doter d'un instrument de mesure. Cet instrument de mesure, il existe, on ne l'a pas inventé, et c'est d'ailleurs pas la France qui l'a fabriqué, c'est une institution internationale qui s'appelle le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a inventé un indice de développement humain pour mesurer, finalement, les niveaux de développement. Alors c'est quelque chose qui est très technique, on ne va pas rentrer dans la technique, ça ne sert strictement à rien. On va simplement essayer de l'approcher d'après une représentation que tout le monde connaît bien. C'est le fameux bonhomme de Vitruve, dessiné par Léonard de Vinci, qui nous donne les proportions parfaites. Supposons que ce soit ça, finalement, le développement humain. L'homme est bien là, et il est dans des proportions parfaites. Alors ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire en fait qu'on a au moins deux grandes dimensions. On a les bras, en quelque sorte, de ce bonhomme. Et c'est la composante richesse du développement humain. Vous l'avez rappelé, l'existence d'un tiers-monde, voire d'un quart-monde, c'est pas ça, le développement. Le développement, c'est comme un certain niveau de revenu décent pour l'ensemble de la population, au moins. Donc ça, c'est les bras. Les bras de ce développement humain, c'est la richesse. Et puis après, on aurait le social. La dimension sociale, c'est les jambes. Et puis comme on en a deux, on en a une première, ça pourrait être l'éducation. Et puis une seconde, ça pourrait être la santé. Et finalement, voilà ce que c'est que l'indicateur de développement humain. C'est quelque chose qui est un peu composite. On dit, on va mesurer le développement à travers la richesse par habitant. Il y a des pays riches et des pays pauvres. Et puis on va aussi mesurer le développement humain atteint en fonction d'indicateurs sociaux, en termes d'éducation et de santé. Et tout ceci doit être à peu près harmonieux. Tout ceci doit former, un peu comme dans ce bonhomme de Vitruve, un cercle à peu près parfait. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, on l'a fait pour l'ensemble des départements d'outre-mer, et à l'occasion d'une étude d'ailleurs qui nous a été confiée par l'Agence française de développement il y a quelques temps, on l'a fait pour l'ensemble, mais là, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu où on en est en Martinique, nous, par rapport à ça. Où on est. Eh bien, en fait, si ce cercle parfait représentait l'idéal de la métropole, c'est-à-dire l'indicateur de développement humain de la métropole. On n'est pas les premiers dans le monde. On est à peu près à la 20e position mondiale. Dans le monde, il y a à peu près 190 pays qui sont représentés. On est à la 20e position, c'est pas mal. La première, c'est la Norvège, de mémoire. Si on essaie maintenant de représenter la Martinique, où en est-on? Déjà, on serait plus petit. C'est-à-dire que notre niveau de développement en Martinique est plus faible
que le niveau de développement humain de la métropole. Ben voilà une source d'inégalité qu'il faudra peut-être rattraper. D'abord, vous voyez, notre niveau de développement humain est plus faible. Et puis, on ne s'inscrit pas, donc on est plus petit. Et puis, à l'intérieur de ce cercle parfait, entre guillemets, qui serait le cercle métropolitain, vous voyez qu'on ne s'inscrit pas dans un cercle, on est dans un œuf. Pourquoi on est dans un œuf? Ben voilà notre bonhomme martiniquais. Regardez, il est loin du bonhomme de Vitruve, lui. Ce bonhomme martiniquais, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a qui ne va pas, surtout? Ben, il a des trop petits bras. Si les bras représentent la richesse, vous voyez, je ne sais pas si... oui, ça a été un petit peu déformé, mais vous voyez, c'est là. Voilà. Par rapport à ça, il a des ailes de poulet, si je prends une image. Vous voyez que l'enjeu clair, c'est qu'il faut lui tordre les bras. C'est l'idée de la croissance économique. C'est là où on aura les 3%. Et on va voir l'enjeu. C'est tendre les bras. Et retrousser les manches aussi, parce qu'on en discutait avec Mme André il y a quelques instants, juste avant de nous rencontrer. Il faut... voilà. Bon. Je me souviens d'une phrase d'ailleurs de la CGT, d'un slogan de la CGT au lendemain de la guerre, qui était, d'ailleurs on a conservé l'affiche au bureau, on voit un travailleur qui retrousse ses manches un petit peu et en disant retroussons nos manches, ça ira mieux demain. C'était au moment de la grande reconstruction de 46-47. Voilà. Il faut lever les bras. Et puis, voilà. Et si on regarde, il nous manque... Alors, on pourra revenir sur les chiffres parce qu'il pourrait nous en manquer un petit peu plus que les chiffres qui apparaissent là, mais il nous manque au minimum 10% de revenus ouais, donc c'est pas... Mais enfin, il faut les faire. Il faut les faire, on va voir que c'est pas gagné. Donc, des petits bras. Et puis, alors, regardons maintenant le social. Regardons les jambes. Alors là, on a quelque chose qui est un peu déséquilibré. On a une très grosse jambe, c'est celle de la santé. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est dans un œuf, on a des petits bras, mais une énorme jambe qui touche celle de la métropole. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que notre espérance de vie à la naissance est aujourd'hui à peu près, à quelques mois près, à peu près identique à celui de la métropole. Alors, il est souhaitable de gagner, bien évidemment, mais c'est pas là-dessus que va se faire le développement humain de demain. Il va se faire sur les bras. Et puis, il va se faire aussi, alors là, il y a un chantier. Il va se faire sur l'éducation. La jambe éducative, elle est trop, et on va voir quelques résultats, quelques chiffres dans un instant, elle est atrophiée. Je me souviens, là, c'était plus une affiche de la CGT, mais un très bon dessinateur qui s'appelait Gottlieb, qui avait fait une bande dessinée qui s'appelait La Rubrique à bras, que peut-être certains connaissent. Et il avait à un moment réutilisé le bonhomme de Vitruve aussi, et puis il l'avait déformé, et il avait montré est-ce qu'un bonhomme comme ça peut marcher. Moi, je peux vous dire, il peut pas marcher très longtemps. Et ce qu'il faut, c'est retrouver de l'équilibre. Il faut faire grandir les mains, grandir les bras, et puis renforcer la chambre de l'éducation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'égalité économique réelle? C'est tout simplement, c'est réduire les écarts. Puisqu'on parle d'égalité économique, c'est réduire les écarts de richesse. Mais on va voir qu'on va y parvenir, on ne pourra pas y parvenir sans traiter de ce sujet-là. Donc en fait, ça forme un bloc. Et c'est tant mieux parce que c'est les deux problèmes que nous avons, nous, en Martinique. L'égalité économique réelle, c'est réduire les écarts de richesse avec la métropole. Ça ne veut pas dire que l'égalité sociale est acquise, que l'éducation ou la santé, c'est pas notre problème, si. Mais c'est la priorité, c'est les bras. Quand on parle d'égalité économique réelle, c'est les bras en premier. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'on ne peut pas tendre les bras, refaire de la croissance, si on n'a pas réglé le problème de l'éducation. Et le problème de la productivité de la main-d'œuvre. Alors, avant de poursuivre, parce que après on ne va faire que finalement que regarder dans combien de temps va-t-on parvenir. Est-ce que c'est pas simple ces trucs-là? Est-ce que ce que je viens de raconter est à peu près clair, non? Ça va, vous voyez, sans trop rentrer dans la technique, c'est bon, il n'y a pas de point, voilà. Alors, maintenant, puisque l'objectif c'est de rattraper, dans combien de temps? Ça, c'est une vraie question, parce que c'est une question qui est à la fois pratique, mais aussi éminemment politique. Dans combien de temps va-t-on enfin rattraper, se remettre dans le cercle de la métropole? Le regard actuel, on avait vu tout à l'heure, la Martinique s'inscrit dans un œuf, et un œuf qui est plus petit que le grand cercle de la métropole. On peut le calculer en termes d'années de retard. Quand nous prenons la photo sur la base 2010, donc il y a maintenant quelques années de ça, et c'était avant de pouvoir intégrer le choc de 2009. Quand nous prenons la photo, nous apercevons que nous avons la même situation que la Guadeloupe et nous avons à peu près 10 ans de retard par rapport à la métropole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que nous avons aujourd'hui
l'indicateur, le niveau de développement humain qui était celui de la métropole il y a 10 ans. Alors, en fonction de ses lunettes, en fonction de son âge aussi, on pourrait dire 10 ans, c'est rien du tout. Quand on est jeune, 10 ans, c'est beaucoup de retard. Mais vous voyez, c'est une appréciation. Alors, pourquoi j'utilise cette photo 2010 ? Parce que c'est la seule qui est publiée. L'Agence française de développement nous a demandé de réactualiser ces données, mais elles ne sont pas publiées. Je peux donc en parler, mais sans apporter les chiffres. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est que le grand choc de 2009 que nous avons vécu, au lieu de nous faire tendre les bras, il nous a fait rapetisser encore un peu plus. Donc on n'est pas sur 10 ans, il faut être honnête, on serait plus sur 15 ans de retard aujourd'hui. Voilà. Quand on se compare, on n'a pas à rougir de nos performances. On n'a pas à rougir. Mais je me souviens, d'un homme politique dans les années 60-70 qui était Jean-Jacques Servan-Schreiber. Alors il n'est plus forcément très à la mode, mais qu'est-ce qu'il disait en fait ? Il disait, en France, notre problème c'est qu'on a 10 ans de retard par rapport aux États-Unis. Ça ne nous a pas empêché de nous développer. Tout le monde disait oui, c'est effectivement vrai, on a à peu près ce niveau de retard. Vous voyez, 10 ans, on est plutôt quand même de l'ordre d'une génération, voire même beaucoup plus loin. Et on n'a pas fait figure ici Mayotte, qui lui, franchement, de l'ordre du demi-siècle. C'est 50 ans. Grosso modo, c'est 50 ans. D'accord ? mais avec des rythmes de croissance aussi qui sont plus rapides et donc qui permettra à Mayotte, j'espère bien, de rattraper. Maintenant, regardons un scénario tendanciel. En combien de temps pouvons-nous rattraper ce retard économique ? Ça va dépendre de quoi ? De très peu de variables, finalement. Ça va dépendre de notre croissance économique, en premier lieu. Et donc, ça va dépendre en grande partie de nous-mêmes. Même si notre croissance, on l'a vu tout à l'heure, est influencée par l'extérieur. Mais notre croissance, c'est nous qui la fabriquons. Et donc, je dirais, retronçons d'abord nos manches, même si nous avons besoin d'aide extérieure, et notamment de la solidarité métropolitaine, nationale, pour nous aider, notamment pour lutter contre les surcoûts. Mais voilà, croissance. Ici, vous voyez, on est dans un scénario qui est tendanciel, mais actuellement, on est plutôt proche de 1 que de 2. 2, c'est pas... On l'a vu, cette année, c'est faisable, les 2. Mais vous avez vu, dans le scénario volontariste, on n'était qu'à 1,6. Et chaque point compte, parce que c'est sur plusieurs années que ça va se produire. D'accord ? Allez, moi j'ai un caractère optimiste. Quand je travaille beaucoup à Nouméa, on m'appelle Monsieur Tout va bien. Voilà, pour vous. Donc moi je me suis dit, 1, 2, je prends 2. Voilà, je prends 2% de croissance. Croissance de la population. Michel, vous rappeliez il y a un instant, la population, et c'est bien dit aussi dans les analyses de l'INSEE, elle diminue. C'est vrai, mais quand on le regarde jusqu'en 2040, la diminution va être passagère et après on va avoir une très très faible augmentation. Mais c'est 0,2. On pourra y revenir. Nous avons, là aussi à la demande de l'Agence française de développement et de la Chambre de commerce et d'industrie, nous avons réagi une petite étude sur le vieillissement et son impact sur la Martinique. C'est un facteur essentiel, ça. 0,2, ça fait 0,2% de clientèle en plus pour les entreprises, ça fait pas un dynamisme formidable. Et puis, un scénario très pessimiste pour celui de la métropole, 0,5%. Pourquoi très pessimiste pour la métropole ? Parce que c'est plus facile, puisque, vous voyez, il nous faut, c'est rattraper le retard. Mais la métropole, elle ne va pas arrêter de croître pour nous attendre. Donc, nos bras, il faut qu'ils s'élèvent, alors que les bras de la métropole continuent de s'élever aussi. Donc, il faut que nous déployions encore plus de vitesse qu'eux. Et on prendra le scénario ici, pour l'instant, le plus faible possible. 0,5% de croissance jusqu'en 2040, à peu près. Voilà ce que ça va donner. L'égalité, c'est pour quand ? La réponse est simple, c'est dans 30 ans. 30 ans. Et regardons le profil. Alors ça, c'est une histoire que j'aime bien raconter, on en discutait encore. Nous avons réalisé une étude il y a quelques années de ça, maintenant, pour la Chambre de commerce, et que nous avons sous-titré 50 ans de progrès économique et social. Et c'est une étude, moi, qui m'a passionné à faire. Nous sommes partis quasiment du lendemain de la guerre, juste le début de la départementalisation, et nous avons regardé le cheminement de la Martinique. Et moi, j'ai qu'un souvenir en tête, mais je dirais, que de progrès économiques, que de progrès sociaux. Je rappelle toujours, et j'avais eu l'occasion d'en discuter très rapidement avec les mécénaires, et d'autres, on mourait de la malaria en 1947-49 à Fort-de-France. On avait un niveau de vie à Fort-de-France, mais aussi à Pointe-à-Pitre, qui était inférieur à celui d'Abidjan. Et à l'époque, on gagnait $1,5 en moyenne par habitant. Alors c'était bien sûr des dollars de l'époque, mais vous voyez, regardez où nous en sommes aujourd'hui. Et ça se voit ici. Alors je ne remonte pas aux années 50, on peut le faire, mais là je ne l'ai pas fait sur ce graphique. Là on est au début des années 70, c'est quand même pas mal. Regardez le formidable
rattrapage. Là, nos bras, quand je dis on a des ailes de poulet, mais à l'époque, on n'avait même pas d'ailes du tout. Hein, on avait 2 petits moignons, c'est à peu près... Et regardez ce formidable rattrapage économique. 1970, on a que 70%, je veux dire, l'écart avec la métropole, c'est 70% d'écart. On est 60, hein, c'est énorme. Et regardez, on remonte. Et si tout s'était bien passé, hein, on aurait enchanté. Parce qu'à l'intérieur de la métropole, après, l'espace métropolitain, il faut regarder, il y a des régions, il y a des départements, etc. Puis là, patatras, on l'a vu, hein, on est passé, vous vous souvenez de ce premier graphique, on l'a vu au tout début, 3%, on est passé dans la zone des 1%, on est passé sous les nuages. Pour l'instant, ils sont au-dessus de nous maintenant. Hein. Et dans la zone des 1%, on ne croit plus, ou quasiment plus. Et regardez, on rattrape, mais c'est là où ça va mettre 30 ans. Si notre croissance est de 1,8% par habitant et par an, c'est-à-dire 2% de croissance du PIB et 0,2% de croissance de la population, c'est 2035, hein. Alors je ne vais pas me battre, ça ne sera peut-être pas le 24 février 2035 qu'on franchira la ligne, mais moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on va mobiliser les jeunes en leur disant c'est dans 30 ans? Est-ce que politiquement c'est jouable? Moi je ne connais aucun homme politique qui se projette à de si longues périodes. Alors certainement je ne les connais pas tous, c'est loin s'en faut, et vous les connaissez mieux que moi, mais c'est trop long, c'est beaucoup trop long 30 ans. Qui peut-on mobiliser sur 30 ans? Si on fait la comparaison hors Île-de-France, ça sera plus... Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Et beaucoup des stats sont faites maintenant voilà. hors Île-de-France. Absolument. Alors, ça réduit considérablement l'exercice. Je l'ai fait, mais ça pose un autre problème, c'est ce qu'est la norme de l'égalité. Et ça pose... J'allais être iconoclaste. Faut-il se fixer comme objectif l'égalité réelle? Alors, on y reviendra dans notre débat. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Mais bien sûr, mais il peut y avoir... Voilà. Voilà. C'est impossible. Il faut suivre. Alors, regardez, c'est d'autant moins impossible. Mais si, regardez. Là, ça commence à devenir plus que raisonnable. Là, on est de l'ordre, pour un chef d'entreprise, de l'achat d'un bien d'équipement lourd, 15 ans. Hein, et même d'un petit... là, je passe sur votre contrôle, monsieur le Président, mais c'est un petit bâtiment, 15 ans à amortir. On est plutôt sur 20... un TCSP, je ne sais pas, au niveau des collectivités publiques, on l'amortit bien sur 15 ans, non? Ou sur l'aspect simplement matériel roulant et autres, sur l'aspect bâti, c'est sur 30-50 ans. 15 ans, là, on est dans un horizon plus... Et qu'est-ce que ça suppose? On y revient. Hein, je ne fais pas une fixette sur les 3% par an, hein, mais c'est bien ce qu'il nous faut. Parce que dans 15 ans, c'est demain matin, ça, 15 ans. Parce que des fois, on aura un peu plus, des fois, on aura un petit peu moins. L'objectif, c'est d'y arriver à ces 3%. Mais il ne faut pas non plus se leurrer. Et là, je vais être... peut-être, je vais mettre les pieds dans le plat. Si on se loupe, eh bien, on n'y arrivera jamais. Peut-être on n'y arrivera jamais. Et ça renvoie à la question que vous posiez. Peut-être on n'y arrivera jamais. Et là, on a repris les scénarios les plus noirs. Mais heureusement, on va voir qu'on va pouvoir lutter contre eux. Issu d'ailleurs de notre étude sur le vieillissement, la baisse d'ici à 2040, 2015-2040, vous voyez, la baisse de la population âgée de 15 à 64 ans, c'est-à-dire c'est là où on a les bras pour bosser. C'est 46 000. La baisse de la population active, parce que dans cette population des 15-64 ans, toutes les personnes qui ont dans cet âge-là ne se déclarent pas actifs, ne cherchent pas forcément un travail. Mais les actifs, on va perdre 31 000 bras, enfin 62 000 si on compte qu'on en a deux. Mais il y a 31 000 actifs de moins sur cette période-là. Et quand on regarde l'impact sur la macroéconomie, on a chiffré que le scénario de croissance avec ces tendances démographiques, il était réduit à 0,4% par an. Si on ne fait rien, mais on va faire heureusement des choses. Prenons ce scénario, et puis prenons un scénario qui est moins favorable pour nous, mais plus réaliste, qui est le scénario pour la France métropolitaine. Et ce scénario, on ne l'a pas inventé, il a été produit par le COR, qui est le Conseil d'orientation des retraites. Alors pourquoi ce conseil s'intéresse aussi au long terme? Vous doutez bien, le problème des retraites, c'est un problème de long terme. Donc c'est une des rares institutions en France à faire des projections à long terme. Et qu'est-ce que dit le COR dans ses scénarios pour le financement des retraites actuellement? Il dit en fait, nous on retient 1,1% par an. Et ben alors là, ça ne fait pas du tout notre affaire, tout ça.
Parce que voilà. Alors là, c'est vraiment c'est de l'arithmétique, c'est vraiment de la mécanique pure. Qu'est-ce qui se passe? On reprend, vous vous souvenez cette image, mais j'accélère l'histoire. Et puis ça, c'était tout à l'heure. Et on disait, oh, c'est très long. Allez, on peut faire en 15 ans. Mais là, si on est là, eh bien là, on n'y arrive pas. C'est-à-dire, en fait, que concrètement, nous avons bien de la croissance, mais tellement faible par rapport à la croissance métropolitaine. C'est que nos bras se développent, mais les autres se développent beaucoup plus vite que nous, et finalement, on reste dans l'œuf. Et l'œuf est même de plus en plus petit. En 2040, on a le même écart qu'on avait au début des années 2000. Un demi-siècle de perdu. Voilà ce que ça veut dire. On a perdu un demi-siècle. C'est beaucoup un demi-siècle, pourtant. Là, pour le coup, un demi-siècle de perdu. C'est le scénario qu'il faut éviter. Mais il vaut mieux se le dire entre nous. Il vaut mieux, non pas pour se faire peur, mais pour justement regarder point par point comment on peut éviter ça. Et on peut. Mais voilà, ça, c'est pas improbable. Dans combien de temps, on a vu, si on est très optimiste 15 ans, si on est un peu tendanciel 30 ans, et si on est vraiment pessimiste, on n'y arrive pas. Maintenant, comment y parvenir? D'abord, un constat, il faut absolument y parvenir. Il faut absolument y parvenir. Et le constat que nous allons faire, c'est que parvenir à l'égalité, c'est en fait réduire les inégalités. C'est pas plus compliqué que ça. Parvenir à l'égalité économique réelle, c'est réduire les inégalités. Et pourquoi? C'est pas par philosophie, c'est pas par engagement politique, mais c'est tout simplement un problème d'efficacité. J'ai croisé, alors je vous avoue honnêtement, on est entre nous, quand je fais sortir ce graphique-là, j'ai dit c'est pas possible, on s'est trompé, on le refait. On l'a refait une deuxième fois, et c'est exactement le même graphique qui est sorti. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce graphique? Il est un peu compliqué, mais vous allez voir, il est sidérant. Ici, alors, toutes les données statistiques sont issues du PNUD, cette organisation internationale qui construit l'indicateur de développement humain. Elle a construit cet indicateur, et cet indicateur, il figure là. Les pays les plus développés, ils sont tout en haut. Et c'est normé entre 0 et 1, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous voyez, la Norvège, elle est là. La France, parce que chaque petit point bleu représente un pays. La France, on doit être par là, à la 20e petit point bleu. D'accord? Et puis, de l'autre côté, on met des coefficients d'inégalité humaine. Ça, c'est un peu technique, mais c'est bien fait, rassurez-vous. Ici, on a le Zaïre, la République démocratique du Congo. On a le Tchad. On a des pays dans lesquels les inégalités sont absolument colossales. Et vous regardez ça. Ça, c'est quelque chose qu'un statisticien vous dirait, mais attendez, vous l'avez fabriqué tout seul, ça, c'est pas possible que ça tombe. Ben non, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en fait, que plus on est inégalitaire, plus le développement humain est faible. Plus il y a d'inégalités, plus le développement humain est faible. Et inversement, vous voyez, quand je réduis les inégalités, j'augmente le niveau de développement humain. Et la relation entre ces points... Non, moi, je m'attendais à quelque chose avec des points un peu partout, un peu sur l'écran. Bon, je m'imaginais bien que c'était à peu près orienté. On appelle ça un nuage, vous voyez, si tous les points, ils étaient un peu épars comme ça, puis on dirait, bon, ils sont dans une espèce de patate, un nuage quand même orienté vers le bas. Mais là, c'est sidérant. Ça traduit bien qu'effectivement, l'enjeu, c'est la réduction des inégalités qui participe à l'augmentation du développement humain. Revenons maintenant. Alors, l'objectif, c'est pas de se comparer avec 188 pays. Ça peut être un travail universitaire, mais c'est pas l'objet. Notre objectif maintenant, c'était de se dire si parvenir à l'égalité économique réelle, c'est réduire les inégalités. Alors, quelles sont les principales inégalités sur lesquelles nous devons agir? Alors là, c'est un choix, mais il est raisonné, puis on va vous le présenter maintenant. Nous avons détecté 2 inégalités économiques majeures qu'il faut absolument réduire pour parvenir à l'égalité économique réelle. La première, elle écrase toutes les autres, à mon sens. C'est l'inégalité d'accès au marché du travail. Et puis l'autre, qui va d'ailleurs de pair, c'est l'inégalité dans la répartition des revenus. Et si vous en êtes d'accord, il ne faudra pas que j'abuse de mon temps, on va les regarder rapidement, ces deux-là. Pour parvenir à l'égalité économique réelle, dans un premier temps, il faut vraiment s'attaquer au chômage. Il faut vraiment s'attaquer au chômage parce que c'est ça qui
fait qui est la plus grande des inégalités. Et pour s'attaquer au chômage, il faut avoir un bon diagnostic. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a 2 raisons pour lesquelles je tombe au chômage. La première, elle ne figure pas sur ce schéma parce que ce n'est pas forcément la principale pour nous en Martinique. La première, c'est mon entreprise a plus suffisamment de commandes et est obligée de lever le pied, est obligée de licencier. Mais tout va bien, mais seulement, voilà, le carnet de commande diminue, je suis licencié. Ou j'ai pas mon CDD qui est renouvelé. L'autre, et ça, c'est ce qu'on appelle nous dans le jargon de chômage keynésien, il suffit que ça repousse un peu, il suffit qu'on repasse au-delà de 1,3 et ces agents-là retrouvent un emploi, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est si nous avons un tel taux de chômage, c'est que c'est pas le facteur explicatif principal. Chez nous, il est là. Et je suis au chômage, c'est quand je coûte plus que je ne rapporte à l'entreprise. Qu'est-ce que je rapporte à mon entreprise? C'est ce qu'on appelle la productivité. C'est dans une heure de temps, vous voyez, c'est ça, ce petit bonhomme-là. Dans une heure de temps ou dans une journée, peu importe, ou dans une année. Qu'est-ce que je fabrique? Qu'est-ce que j'apporte? Alors, dans certains métiers, c'est facile à mesurer. Si je suis ouvrier sur une chaîne, c'est très clair. Dans d'autres, si je suis dans le tertiaire, c'est plus difficile. Mais si je suis, par exemple, je sais pas, dans un salon de coiffure, je sais quelle est ma productivité en termes de nombre de cheveux coupés, enfin, pas de nombre de cheveux, de nombre de coupes, excusez-moi, ou de soins donnés, etc. Voilà. Donc, c'est ce que je rapporte à l'entreprise. Mais après, l'entreprise, d'un autre côté, je lui coûte mon salaire. Et généralement, le salaire, c'est le taux de salaire, ce que je vais payer. C'est pas forcément l'entreprise qui le fait. Il y a des règles, personne en dessous du SMIC, il y a des négociations, et donc, en fait, l'entreprise, elle a très peu de degrés de liberté. Si à la hausse, mais pas plus. Elle a très peu de degrés de liberté pour fixer les salaires. Elle est fortement encadrée. Et donc arrive un moment, il existe une partie de la main-d'œuvre dont la productivité, ce qu'elle rapporte, est plus faible que ce qu'elle coûte à l'entreprise. Mais je ne vois aucun chef d'entreprise sensé qui conserverait cette main-d'œuvre. Enfin, je ne sais pas si je suis clair à ce niveau-là. Bon. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà. Il est là le problème. Alors, j'entends bien des solutions. S'il est là, il faut baisser les salaires. Ce n'est pas la bonne solution. Qu'une partie du salaire soit révisée à la baisse, notamment ce qu'on appelle le salaire indirect, c'est-à-dire les cotisations sociales. Les dispositifs nationaux sont en cours. On a tous entendu parler de la loi Macron et d'autres dispositifs. Mais c'est pas là. Sur le long terme, c'est pas ça qu'il faut faire. La solution, parce qu'il y en a une, elle est là, elle est de l'autre côté. C'est pas de baisser les salaires. C'est d'augmenter la productivité. C'est un enjeu mondial, mais c'est un enjeu numéro 1 en Martinique, et dans l'ensemble de l'outre-mer. Mais en Martinique, c'est l'enjeu numéro 1. Il faut absolument, pour fournir un emploi à tous, alors que c'est vraiment le chômage qui est la mère des inégalités sociales, il faut absolument relever la productivité du travail. Il faut rendre employables, et notamment les jeunes. Ça, c'est absolument évident. Comment, puisqu'on a une petite clé anglaise là-haut, comment? Il n'y a pas mille et une solutions. Il faut élever de manière drastique le niveau de formation. On est entre nous, et beaucoup le savent, je suis aussi enseignant. Je vais donc me taper dans le pied, ou me tirer dans la chaussure. L'éducation nationale a failli. Je veux dire, quand on regarde toutes les enquêtes sur longue période, pourquoi ça a failli? On s'aperçoit en fait que le niveau baisse. Le niveau baisse. Alors on va dire, mais non, si, toutes les enquêtes, il y en a une qui s'appelle l'enquête PISA, vous avez peut-être entendu parler, au CDE, on peut toujours critiquer, mais c'est quand même du costaud, c'est du robuste. Qu'est-ce qu'elle dit, l'enquête PISA? Qu'est-ce qu'on a mis en avant ces derniers temps dans la presse? Enfin, on a mis en avant les inégalités. En disant, oui, il y a des jeunes qui forment de l'élite un peu, ils sortent, ils ont un meilleur bagage, et puis après, il y a les autres. C'est une des 2 conclusions de l'enquête PISA. La deuxième m'intéresse plus que la première, sur les inégalités. C'est s'il y a des inégalités aussi, c'est parce que le niveau a baissé de l'autre côté. Le niveau a baissé. Et que nos jeunes qui sortent du système éducatif aujourd'hui n'ont plus forcément tous, et tous, acquis les savoirs de base qui leur permettent effectivement d'être employables. Les savoirs de base, c'est lire, écrire et compter, mais aussi savoir se comporter dans l'entreprise. C'est évident. Ça veut dire en fait, mais ne généralisons pas, mais il y a un trop grand nombre de laissés pour compte. Le système a laissé passer, le système est en perte d'efficacité. Ne nous leurrons pas, moi je suis très pessimiste sur l'évolution de ce système-là, mais j'espère que vous ne partagez pas mon pessimisme, il ne se passera rien
parce que, bon, on pourra en discuter. Il ne se passera rien, selon moi, pendant plusieurs années là-dessus. Donc, ça veut dire en fait que il faut faire dans ce qu'on appelle la remédiation, c'est-à-dire il faut remédier aux défaillances du système éducatif national, et on a des éléments, hein, et il faut le faire notamment à travers la formation professionnelle, et là il faut, je dirais, dire tout ce qui n'a pas été fait au niveau de l'éducation nationale doit être fait ailleurs. Et ça, c'est vraiment un impératif. Regardons. Pourquoi ? C'est pas que des mots, c'est pas que des yaka faucons. Regardons le niveau de formation de notre population, pas que des jeunes, de notre population totale. Nous regardons la population en Martinique. Plus de la moitié de la population a un niveau sans diplôme ou un niveau qui est très faible, qui est le certificat d'études primaires ou le BEPC. Plus de la moitié des Martiniquais sont sans diplôme ou avec un niveau très faible. Or, 70% des sans diplôme sont au chômage. Taux de chômage, 70%. Tant qu'on reste là, c'est faire migrer, il faut monter. Et en dessous, nous avons les ratios pour l'ensemble national. En moyenne, c'est la métropole, excusez-moi. En moyenne, en métropole, c'est 42% de la population qui est sans diplôme ou avec un niveau inférieur au BEPC. Et le chômage y est aussi à 53% dans cette catégorie-là. Tant qu'on est tanké, passez-moi l'expression, ici, on ne pourra pas sortir de ce problème. On ne pourra pas régler les problèmes du chômage. Il faut relever. Hein. Si on veut relever les bras, vous vous souvenez du bonhomme de Vitruve qui était un peu toute traviole, là. Si on veut relever les bras, il faut relever la jambe. C'est la jambe formation. Ça prendra du temps. C'est sûr. Ça peut passer sur des multiples formes. Il y a des chemins d'excellence. Moi, je crois beaucoup à la formation professionnelle et je crois beaucoup aussi à la remédiation, la formation initiale sous côté professionnel. On a aussi des vecteurs, je pense aussi au SMA, qui est de la remédiation là sur des cas qui sont beaucoup plus lourds. Mais on a des outils, mais faut-il les mettre en œuvre. Ça, c'est la mère hein, des inégalités. Hein, je reviens rapidement ici. Il faut absolument élever, élevons tout ça. Les post-bac, le poids dans la population, il est trop faible. Hein. Le temps tourne. Deuxième inégalité sur laquelle il faut travailler pour la réduire, parce qu'elle freine la croissance économique, ce sont les inégalités de revenus. Pour reprendre l'image du bonhomme de Vitruve, j'ai envie de dire, en fait, si le bonhomme représentait la richesse, hein, pour qu'il marche correctement, il faut qu'il y ait suffisamment de salaire pour qu'il y ait suffisamment de consommation, et suffisamment de clients, et suffisamment de profit aussi pour qu'il y ait suffisamment d'investissement, et qu'on puisse répondre aux clients avec des entreprises qui fonctionnent. Si on déséquilibre ça, ça ne marche plus. Nos inégalités ici, hein, elles sont très élevées. Ça, c'est un constat sur la base en fait d'un gros fichier de la Direction générale des finances publiques sur les revenus localisés, et qu'on regarde, on a toutes les régions. Sauf, non, on n'a que deux régions, excusez-moi, on n'a que deux régions ultramarines, on a la Martinique et la Réunion, on n'a pas toutes les régions. Mais par contre, les régions métropolitaines, on les a toutes. On fait des comparaisons, c'est édifiant. Je prends les 10% des plus pauvres en Martinique, ceux qu'on appelle sûrement le quart-monde. Et maintenant, je prends les 10% des plus riches et je regarde les écarts de revenus. Il y a un écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches de 1 à 70. C'est-à-dire que pendant que 10% les plus pauvres gagnent 1 euro, l'autre, 10% les plus riches, a gagné 70 euros. C'est beaucoup, cet écart. Et c'est beaucoup si je le regarde sur l'ensemble des régions métropolitaines, il n'est que de 6,4. C'est 10 fois moins, si on arrondit tout ça. C'est beaucoup. Alors on va dire c'est beaucoup, mais ton indicateur Sudry, il vaut rien. Il vaut rien parce que les 10%, ça ne veut pas dire grand-chose. Moi je me souviens de Marcel Dassault quand il était député de l'Oise. Une fois il était venu à l'Assemblée, il nous avait fait un speech. Hein, il nous avait dit mais prenez ma fortune. C'était au moment où effectivement il y a un programme commun de la gauche et des idées de nationalisation. Il a dit mais prenez ma fortune. J'ai fait le calcul. Alors à l'époque c'était encore, on pouvait le dire, ça fait un paquet de Gauloises pour chaque Français. Et après vous aurez plus d'avion. Voilà. Donc prenez-le. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire quelque chose de sensé. Il ne faut pas raisonner sur peut-être des échantillons qui sont trop fins. 10%, je suis d'accord. C'est peut-être, on risque d'aller dans la caricature. C'est pour ça que très souvent, on préfère de prendre, non pas 10, mais 25%.
Les voilà. Je prends maintenant les 25% des plus pauvres. Alors là, j'ai quand même dans les plus pauvres, j'ai pas les plus pauvres des plus pauvres. Là, je suis plus dans le quart-monde. Hein. Et je prends les 25% des plus riches, je ne suis pas non plus dans la caricature des grandes fortunes. Non, je suis là dans les classes moyennes supérieures. Ben, ça n'empêche, nos écarts, ils sont encore élevés. Entre les 25% des plus pauvres et les 25% les plus riches, il y a un écart de 4,4. Oui, ça c'est assez, bien évidemment, on n'est plus à 1,70. Mais voilà. Et heureusement aussi, l'écart relatif avec la métropole s'est tassé. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est rééquilibrer les revenus. On va voir là, il y a encore 2-3 choses à dire sur le comment, mais on va voir les enjeux. Hein. Les enjeux sont tout à fait clairs. Il faut essayer de retrouver une structure de répartition qui soit plus équilibrée. Et comment peut-on le faire, hein, eh bien, c'est toujours par la productivité. Si on regarde la cause des inégalités dans les revenus, la première cause qui explique pourquoi on a ces écarts-là, c'est le chômage. Première cause des inégalités de revenus, et de loin, elle écrase, il y en a d'autres, mais elle écrase tout le reste. Pourquoi ? Quand je me retrouve privé d'emploi, avec les minima sociaux, et des fois avec des difficultés éventuellement pour les reconstituer, etc., je me retrouve vite ici. Hein. L'enjeu, c'est pas un revenu de remplacement, c'est pas des allocations, l'enjeu. L'enjeu, c'est un revenu salarié. Mais pour que j'ai ce revenu salarié, il faut que je sois employable. Il faut donc absolument que quelqu'un m'ait aidé à augmenter ma productivité. Et que je m'y mette aussi. Hein. Je veux dire, s'il n'y a pas d'effort perso, c'est même pas la peine d'en parler. Voilà, c'est ça. Et une fois, à la limite, oublions tout le reste. Supposons que tout le reste, c'est-à-dire les 3 autres billes, on n'y arrive pas, je dirais c'est pas grave. À partir du moment où on a réglé ça, on va le voir dans un instant. À partir du moment où on a réglé les problèmes du chômage, j'ai plus les souris, voilà. 90, voilà, je n'ai pas vraiment le statistique en tête, mais je veux dire que 90% du parcours, il est fait. C'est ça l'enjeu. Ce qui peut être aussi une des causes liées, donc qui explique les inégalités de revenus, ce sont des prix élevés à cause des surcoûts. On connaît tous, je ne vais pas rester ici trop longtemps, on connaît tous le caractère, ce qu'on appelle ultra-périphérique de nos économies, qui subissent des surcoûts qui sont liés à la distance, qui sont liés surtout à la faible taille de l'appareil productif, et qui conduisent en fait à majorer des prix, et donc à rendre la vie plus chère, et donc à rendre ici la vie plus difficile pour les plus pauvres. Il faut regarder, on peut s'attaquer à ça, mais c'est déjà d'un deuxième ordre. Il y a un troisième sujet, je sais qu'il fait débat, et il n'est pas tranché ce débat, c'est sur les surrémunérations. C'est-à-dire en fait, les fonctionnaires qui servent outre-mer ont des revenus qui sont majorés, et ces revenus qui sont majorés par rapport au point d'indice classique sur la base nationale, ça participe à la fois à élever les prix, et ça participe aussi à des inégalités entre les salariés. Et enfin, le vieillissement. Le vieillissement est aussi un facteur d'inégalité de revenus. Pourquoi ? Quand je prends ma retraite, mon revenu, ma pension, elle est forcément plus faible que quand j'avais un emploi. Et projetons-nous dans le futur, parce que le pire, il est là. Quand j'ai eu une carrière chaotique, avec des petits jobs, pas toujours déclarés, on le sait, avec beaucoup de minima sociaux, quelle va être ma reconstitution de carrière ? Moi, je me souviens, une des grandes victoires de la société française des années 70, c'est d'avoir fait disparaître à tout jamais ce qu'on appelait, dans les années 50, souvenez-vous de l'abbé Pierre, on appelait ça les petits vieux. Les petits vieux, c'est quoi ? C'était en fait des personnes qui étaient devenues seniors après-guerre, mais dont la carrière s'était faite avant la guerre, et qui avaient eu plus ou moins des cotisations. Et qui se retrouvaient avec des revenus dits de remplacement qui étaient très faibles. Très très faibles et qui étaient à la limite de la survie. D'accord ? Ces problèmes-là, on pensait les avoir écartés à tout jamais. Quand on regarde les projections en France, on s'aperçoit qu'ils sont devant nous. Et quand on fait un zoom sur la Martinique, on a un sérieux problème. Il ne faut pas se le cacher, on a un sérieux problème à moyen et long terme. Donc le vieillissement, peut-être aussi, actuellement, le revenu moyen des inactifs est égal au revenu moyen des actifs. Mais ceci est appelé à se dégrader. Quelles sont maintenant les pistes de réflexion ou d'action ? Le chômage, on revient là-dessus.
on n'aura pas de solution sans formation et sans augmentation de la productivité. On va dire que je suis monomaniaque, mais il faut absolument augmenter la productivité du travail pour sortir du chômage. Et ça, c'est l'objectif de la formation. Les prix qui sont liés au surcoût, il faut, et c'est fait d'ailleurs, il faut des dispositifs publics qui permettent toujours de réduire ces coûts. Je pense à la défisque, mais il y a d'autres dispositifs publics qui favorisent largement aussi la réduction des surcoûts, et y compris du foncier, parce que quand on rentre dans les détails des surcoûts, on s'aperçoit que c'est pas simplement des surcoûts liés à l'éloignement ou liés à la faible taille du marché, c'est aussi des surcoûts internes, avec notamment des raretés, et parmi lesquelles figure notamment la rareté du foncier. Et tout ceci fait monter les coûts et donc conduisent à augmenter les inégalités. Sur les surrémunérations, je pense qu'on pourra en parler un petit peu plus tard, à l'occasion peut-être d'un autre dossier. Le dispositif, il faudra peut-être y réfléchir. Il y a aujourd'hui beaucoup de débats sur la pérennité du dispositif. Il ne faut pas trancher. C'est un sujet qui est très très complexe, il faut être très prudent. Mais il y a une question de pérennité de ce dispositif et il joue dans les inégalités. Et puis, le vieillissement, c'est pas une fatalité. Beaucoup de travaux qui sont menés par la Chambre de commerce le montrent très très bien. Le vieillissement peut être une véritable opportunité. Mais pour ça, il faut développer de la silver economy. Et je conclus, en ayant dépassé mon temps, j'en suis désolé, je conclus très vite. L'enjeu, il est de taille. J'ai calculé. Alors, bien sûr, en étant très volontariste, un emploi pour tous. On aura toujours des frictions, mais un emploi pour tous, c'est entre 20 et 30% de richesse supplémentaire. Ben oui, et là, je suis pas forcément optimiste. J'ai simulé. Je remets tout le monde au boulot. Et les gens que je remets au boulot, je pars de l'hypothèse qu'ils avaient des difficultés pour y rentrer, parce qu'ils sont actuellement au chômage. Et je leur mets une productivité deux fois plus petite que la moyenne des autres Martiniquais. Même avec ça, j'ai 20 à 30% de richesse supplémentaire. Regardez bien. Là, c'est comme les flaps d'un avion. Vous voyez une aile d'avion, d'un seul coup, quand vous poussez les flaps à 40 degrés, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas tout à fait doublé de superficie, mais presque. Et bien là, maintenant, imaginez, ce sont nos bras. On se prend 20 à 30% de croissance de richesse d'un seul coup. D'un seul coup. Nous qui la cherchions pour éviter de déraper et converger. 2 à 3 milliards de PIB en plus. Notre PIB, on est presque à 10 000, voilà, 10 milliards. C'est énorme. L'enjeu, il est là. Et je ne parle pas des implications sur la société, sur aussi l'avenir des jeunes. Silver Economy performante, 1 point de croissance de plus chaque année. 100 millions de PIB. Alors, vous voyez, on n'est pas dans les mêmes proportions, mais 100 millions de PIB, 10 000 emplois de plus dans ce secteur d'ici 2040. C'est une pépite. On parle du tourisme, c'est aussi important. Il faut vraiment le dynamiser, le redynamiser, parce que moi, j'ai connu une période ici à la Martinique, c'était quand même où le tourisme avait une autre dimension. On a du job à faire là-dessus. Mais la Silver Economy, c'est aussi une formidable opportunité. Et puis enfin, ces problèmes d'inégalité de revenus, on disait, c'est pas une question de morale, c'est une question aussi d'efficacité. J'ai fait un calcul. Je dis, non, mais la Martinique n'a aucune raison d'être le pays le plus vertueux du monde, avec un coefficient de Gini égal à 1, donc je ne jargonne pas, c'est à une égalité parfaite. Non, mais si on n'était pas plus inégaux qu'en métropole, ou pas plus égaux, finalement. Ça veut dire quoi? On fait une simulation. Si on avait les mêmes inégalités dans la consommation qu'en métropole. Regardez ici. La consommation augmenterait de 8,5% globalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que une grande partie de la population verrait son niveau s'élever de consommation pour être au même niveau d'inégalité et une toute petite baisse sur les plus riches. C'est énorme là aussi ce qu'on peut gagner. On cherche les 3%, là on a 5% sous le pied ici. Mais vous voyez ici on est en millions, 500, 100, faut pas cracher sur les millions d'euros, c'est important. Mais là, vous voyez, là on est sur 2-3 milliards. Et puis là on règle aussi beaucoup de problèmes sociaux et de cohésion sociale, d'inégalité aussi de ce côté-là. Il n'y a rien de pire que pour nos jeunes de ne pas leur offrir un emploi. Parce qu'en plus de ça, tout s'accélère. Après ils vont le chercher ailleurs, ils vont le chercher en métropole notamment, et ça participe au vieillissement. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut, c'est ça, à mon avis, le facteur essentiel, il est là. J'ai beaucoup trop parlé. Et j'ai dépassé mon temps de parole. Merci encore.